Bonjour Stéphane Réglin, vous êtes volcanologue. Nous allons vous poser des questions à propos du réveil du Vésuve. Nous allons commencer. Êtes-vous déjà allé sur le Vésuve? De nombreuses fois. Depuis tout petit, déjà, j'allais sur le Vésuve. Mon papa m'amenait sur le Vésuve quand j'étais petit. Et après, j'ai amené des étudiants. Et voilà, c'est une grande histoire d'amour, le Vésuve et moi. Que pensez-vous de ce volcan et pourquoi est-il considéré encore comme l'un des plus dangereux? Effectivement, le Vésuve, c'est l'un des volcans les plus dangereux au monde. En fait, c'est un volcan totalement imprévisible. Que pensez-vous de ce volcan et pourquoi est-il considéré comme l'un des plus dangereux au monde? Ouais, vous avez raison, Alice. Le Vésuve est l'un des volcans les plus dangereux au monde. En réalité, le Vésuve est un volcan totalement imprévisible. Et puis, il y a une autre donnée qu'il faut prendre en compte, c'est la population. 700 000 habitants vivent au pied du Vésuve. Voilà pourquoi c'est le volcan le plus dangereux. Avez-vous déjà assisté à une éruption? Oui, bien sûr, de nombreuses fois. Puis aujourd'hui, j'ai la chance d'être invité maintenant quand il y a une éruption volcanique. Donc, dès qu'il y a une éruption dans le monde, on m'appelle et je me déplace tout de suite. De quelle manière les éruptions volcaniques peuvent-elles être meurtrières? Et combien de temps durent-elles? Eh bien, vous savez, Audrey, il y a deux grands types de volcans. Il y a les volcans rouges et les volcans gris. Les volcans rouges, ce sont des volcans qui ne sont pas très dangereux parce qu'ils font une coulée de lave très fluide. A l'inverse, les volcans gris sont extrêmement dangereux. Les produits qui sortent de ce volcan peuvent se déplacer à la vitesse du son, voire plus. On peut atteindre des vitesses qui vont de l'ordre de 500 à 1000 km à l'heure. Ce sont des produits qu'on appelle des nuées ardentes. Elles dévorent, elles détruisent tout sur leur passage. Voilà pourquoi les volcans peuvent être extrêmement meurtriers. Comment se comporte un volcan qui va entrer en éruption? Alors c'est une bonne question, il y a trois grands signes pour expliquer l'éruption d'un volcan. Le premier, c'est que le magma arrive sous le volcan, il s'engorge dans des grandes chambres magmatiques, il gonfle et on est capable aujourd'hui de détecter l'arrivée du magma à travers la roche. Parce que le magma, quand il se déplace, il fait des petites fissures. On utilise des instruments qu'on appelle des sismographes pour mesurer des mini tremblements de terre. Donc aujourd'hui, on sait parfaitement bien détecter la montée du magma. Il y a une deuxième manière, c'est grâce aux satellites. On peut mesurer la distance qu'il y a entre le cratère et le satellite. Et lorsque le magma arrive sous le volcan, étant donné qu'il gonfle un peu, la distance diminue un tout petit peu, quelques millimètres, mais c'est détectable par le satellite. Puis il y a une troisième manière, on utilise des rayons laser grâce à des distanciomètres qui permettent en fait de mesurer la largeur du cratère. De la même manière, comme le magma gonfle un peu le volcan, le cratère s'élargit un petit peu, et ce sont aussi des critères qu'on peut mesurer. Les risques sont-ils plus importants aujourd'hui qu'en l'an 79? Eh bien, pas du tout. Parce que quand on parle de risque, il y a deux choses. Il y a l'aléa et il y a les enjeux. Pour l'aléa, c'est exactement le même. Pour une raison très simple, c'est qu'une éruption grande comme celle de Pompéi a lieu tous les 2000 ans. La dernière a eu lieu il y a 2000 ans. Et puis les enjeux, c'est les mêmes. Naples est au pied du Vésuve, 700 000 habitants. Des enjeux humains très importants, le risque est donc totalement identique. Comment définit-on la dangerosité d'un volcan? Mais j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, Audrey. Vous voyez, il y a d'abord les deux grandes catégories de volcans, les volcans rouges et les volcans gris. Les volcans gris, vous savez que ce sont les plus dangereux. Okay. Ensuite, il y a les enjeux économiques, humains, environnementaux. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier la fréquence aussi des éruptions. Donc, tout ça réuni, ça va donner un petit peu la dangerosité du volcan. Connaissez-vous des techniques de prévention plus efficaces que d'autres? Alors oui, bien sûr, tout dépend du type de volcan. Pour les volcans rouges qui font des coulées de lave fluide, il y a trois manières. La première, c'est de faire des barrages. La deuxième, c'est d'utiliser des explosifs pour détourner la coulée de lave. Et puis une troisième, dans d'autres circonstances, c'est arrivé déjà pour certaines éruptions volcaniques, d'arroser avec de l'eau la coulée de lave pour la refroidir plus vite, pour la ralentir. Et puis pour les volcans gris, la technique principale, c'est l'évacuation. On peut évacuer comme ça plusieurs dizaines de milliers de personnes. Une deuxième technique, c'est la protection. On peut, par exemple, fabriquer des abris renforcés en béton, des bunkers, en fait, où les écoliers vont se ranger, se serrer pour éviter de recevoir des bombes volcaniques. On peut aussi, dans des cas très particuliers, se protéger par rapport aux lares. Les lares, ce sont des coulées de boue
qui sont dues en fait au mélange de l'eau de pluie et des cendres. Ces coulées de boue sont dévastatrices. Et au Japon, par exemple, ils arrivent à canaliser ces coulées de boue pour limiter les dégâts sur les cultures et sur la population, les habitations. Pour revenir aux préventions, que pensez-vous des différentes techniques de prévention mises en place pour la sécurité des Napolitains? Sont-elles suffisantes? Oui, elles sont suffisantes. Le Vésuve est le volcan le plus surveillé au monde, comme j'expliquais tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on ne préviendra les Napolitains que 4 jours avant l'éruption. On peut évacuer 100 000 personnes par jour. Juste petit souci, l'agglomération composée de 700 000 habitants. On peut faire un petit calcul très simple. Ça veut dire que le jour de l'éruption volcanique, il y aura encore 300 000 personnes sur place. On dit que c'est peut-être une éruption volcanique qui a causé la disparition des dinosaures. Pensez-vous que l'éruption du Vésuve pourrait-elle être responsable d'une extinction de masse? Alors non, l'éruption du Vésuve ne pourra pas être à l'origine d'une extinction en masse, c'est pas possible. Parce qu'il est vrai que pour les dinosaures, une des hypothèses les plus couramment retenues, en plus de la météorite, c'est des éruptions volcaniques extrêmement violentes. Mais attention, ici c'est beaucoup plus violent que le Vésuve. Les éruptions volcaniques, à l'époque de l'extinction des dinosaures, il y a environ moins 65 millions d'années, étaient des éruptions, des volcans qui formaient des coulées de lave gigantesques, qui pouvaient s'étendre sur plusieurs centaines de kilomètres, qui pouvaient faire plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur. Ces éruptions étaient vraiment gigantesques, puisque les coulées de lave se sont accumulées sur plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. En gros, les éruptions qui sont à l'origine de l'extinction des dinosaures ont couvert de lave quasiment toute l'Inde. C'est pour donner une idée du gigantisme de ces éruptions. Pompéi, ça ne sera pas le cas. Au pire, s'il y avait une éruption liée au Vésuve, eh bien, il y aurait peut-être un petit changement de température. On peut mesurer des baisses de température à l'échelle mondiale suite aux poussières qui sont envoyées dans l'atmosphère. Mais ça n'ira pas plus loin que ça. Quel est votre pire souvenir en tant que volcanologue? Alors je vais vous répondre très directement. Le pire souvenir que j'ai en tant que volcanologue, c'est la mort de mes amis Maurice et Katja Kraft sur le mont Unzen en 1991. C'était pour moi terrible. Ils sont morts dans une nuit ardente, ils voulaient filmer. Et votre meilleur souvenir? Alors le meilleur souvenir, c'est l'explosion du mont Saint-Helens aux États-Unis. J'étais sur place, je me rappelle bien, et je crus que j'allais louper l'éruption. Je voyais l'éruption à la télévision et j'étais pas sur place, et je m'en voulais de pas être sur place. Et au moment où l'éruption commence à diminuer, je dis bon ben voilà, c'est foutu, je pourrais pas y aller. Et puis en fin de compte, avant de quitter la chambre, je coup de téléphone et un volcanologue m'appelle en me disant ça va repartir. Et alors là, je suis parti à toute vitesse, j'ai été prendre un avion, j'ai quasiment kidnappé le pilote. Et je suis allé avec ce pilote au-dessus du cratère. Et puis alors là, coup de chance, au moment où on est arrivé, une énorme bouffée de panache de cendres est sortie du volcan. On a pu observer, en volant autour de ce panache de cendres, ces cendres incroyablement jolies, parce qu'il y avait c'était le coucher de soleil, et il y avait des lumières, mais alors magnifiques. Je crois que ça, c'est mon meilleur souvenir. Merci de nous avoir reçus et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Eh bien, c'était un vrai plaisir pour moi. Merci à vous.